papier cri, ce sont ceux de Remus et Romulus, deux louveteaux qui ont été révélés au grand public lundi dernier, le 7 avril 2025. Mais qu'ont-ils de si spécial? Ils ont été créés par le laboratoire américain Biosciences, qui affirme que ce sont des direwolves, une espèce éteinte il y a déjà plus de 10 000 ans. Mais que s'est-il vraiment passé? Est-ce une résurrection d'espèces, un animal OGM ou juste une belle opération marketing? Dans cette émission, nous allons gratter au-delà de la surface et plonger dans les détails techniques de cette prouesse et surtout dans ses implications pour l'être humain et notre société dans le futur. Si ce genre de contenu vous intéresse, pensez à vous abonner à la chaîne des Braves. On y fait des revues d'actualité, des explorations de fond sur des sujets qui sont peu traités ailleurs, et des émissions divertissantes sur la culture et l'histoire européenne. Et surtout, si vous voulez aller plus loin, rejoignez le réseau des Braves. Vous pourrez déjà intervenir en direct sur ces émissions, participer aux discussions, mais surtout rejoindre un véritable réseau communautaire, avec des sections en France et en Europe, des séjours communautaires, des groupes en ligne très actifs, et concrètement un vrai réseau d'entraide. Pour décrypter ce sujet fascinant, j'ai échangé avec Vinska, analyste passionné par les ruptures technologiques et également un véritable prophète du techno-optimisme. Il nous aidera à comprendre la réalité derrière cette annonce spectaculaire. Bonsoir à tous. Donc je suis Vinska, Vincent. Je pense que le prénom sera plus adéquat, plus naturel. En effet, je suis un peu le techno-optimiste, parfois des volontaires ou des braves, etc. Parce que je fais des émissions régulièrement avec Daniel sur l'IA. Peut-être que vous m'avez déjà entendu en faire une. Donc je suis ravi de pouvoir faire cette émission avec Alphonse pour parler justement de cet exploit. On va essayer aussi de débroussailler le vrai, le faux, ce qui ressort, ce qui est de l'ordre de la hype, ce qui n'est pas de l'ordre de la hype. Premier point, avant toute chose, je n'ai pas de formation scientifique très approfondie, donc il est possible que je sois parfois imprécis, que je sois parfois peu technique, que je sois parfois à côté de la plaque. C'est tout à fait possible, en l'occurrence, car le sujet est malgré tout assez complexe. Donc voilà, je tenais déjà à prendre une certaine distance critique par rapport à mes propos à l'avance. J'ai fait un travail de recherche plus ou moins élaboré, mais je ne garantis pas, disons, une fiabilité de l'information complète. Mais j'essaierai d'être le plus précis possible pour présenter, disons, le comment, le pourquoi et vers où, avec Alphonse, on essaiera de faire de cette émission quelque chose d'écoutable et de pédagogue. Voilà. Ouais, d'ailleurs, on a lancé cette idée d'analyser cette news parce que nous-mêmes, on était dans un blabla, on est parti un peu assez loin, on a commencé à creuser parce que cette news, d'où le buzz, ça suscite vraiment un intérêt dans l'imaginaire de tout le monde, en fait. Bah, d'ailleurs, rien que le choix des animaux, de la part de Colossal Biosciences est fait en fait pour buzzer parce qu'ils ont pris le direwolf, donc la créature un peu mythique qu'on a tous vu dans Games of Thrones. Donc c'était les 4 ou 5 loups qu'ont adopté les fils et les filles Stark. Et donc tout a été fait pour buzzer. D'ailleurs, on le voit sur les vidéos, sur les photos qui ont été postées en début de semaine. Ils ont fait une photo sur le trône de fer de la série, parce qu'apparemment, coïncidence, je crois que c'était Peter Jackson qui a financé cette entreprise en bonne partie, venait d'acheter aux enchères le trône de fer, donc ils en ont profité pour faire les photos. Ils leur ont donné des noms extrêmement symboliques, hein, Remus et Romulus, et la troisième qui est née récemment, elle s'appelle Khaleesi, donc encore une référence à cette série. Donc le but, c'est vraiment de parler aux gens, enfin à tout le monde en fait, et de buzzer un maximum. Et donc, ouais, c'est une manière de faire lever plus de fonds à l'avenir parce que financièrement, l'entreprise en question est valorisée pour l'instant à 10 milliards, a déjà fait des levées de fonds précédentes à plusieurs milliards, mais essaye maintenant de lever davantage de fonds encore, parce que comme tu l'as dit précédemment, ils ont aussi d'autres espèces à dééteindre, entre guillemets, le dodo, yes. le tigre de Tasmanie, et enfin le big goal, le gros objectif, le mammouth, qui est un peu un rêve de gosse pour tous ceux qui ont pu lire des sciences et vie junior durant leur jeunesse. Donc oui, en dépit du marketing, évidemment, il y a un fond scientifique qu'on va creuser, mais il est nécessaire, hein. C'est-à-dire que cette entreprise a aussi une obligation de profit, une obligation de résultat, et donc elle doit faire parler d'elle.
Et je crois qu'avec la couverture du Time et tout ce qui s'est passé Oui, autour, on peut pas faire mieux, hein, franchement. Donc, mais bravo. pour parler de l'entreprise rapidement, ils sont capitalisés à 10 milliards de dollars et leur dernière levée de fonds, c'était, on en a parlé juste avant, c'était aux alentours de 500 millions de dollars, je crois. Mhm. Et mais là, en effet, après Ah une ouais. couverture du Times et que tout le monde en a parlé, Elon Musk en a parlé, ils sont passés chez Joe Rogan, ils sont passés un peu partout, dans tous les journaux de 20 heures dans tous les pays du monde, j'imagine. Ça va quand même être Ouais. multiplié. Et c'est une Ouais. très bonne nouvelle pour nous en général, même pour l'humanité, on pourrait dire. On le verra plus tard en discutant de la technique qu'il y a derrière. Mais voilà, mais attends, on peut directement mettre les pieds dans le plat et parler du procédé, de ce qu'ils ont fait exactement, en fait. Qu'est-ce que t'en penses, Vince? Oui, oui, tout à fait. On peut d'abord aborder, disons, la technique qui a été utilisée et comment ils sont arrivés finalement aux résultats qu'ils prétendent, et même aux résultats tout court, au-delà des prétentions, qui malgré tout restent concrets et restent une prouesse, et on va essayer, disons, de le montrer quand même, parce Oui, que je trouve des choses intéressantes à dire. je me dis on peut prendre 20 secondes pour parler je dis Dire Wolf en français, c'est vrai qu'on devrait avoir un autre nom. Il n'y en a pas vraiment, je crois que c'est Loup Loup, Sinistre, mais loup c'est un géant, peu, loup géant à la rigueur. oui, on va dire le loup géant. Allons-y. Et pour redire vite fait, c'était un animal qui vivait, je crois, en Amérique du Nord, Mhm. surtout, pendant la dernière ère glaciaire, disons. Et voilà, comme je l'ai dit, il s'est éteint il y a 13 000 ans à peu près, notamment parce qu'il s'est fait détruire en fait par la concurrence des êtres humains et peut-être des loups normaux qui étaient venus à cette période-là. Et c'était le loup donc typique de l'ère glaciaire. On imagine donc qui chassait de la mégafaune gigantesque, qui était en concurrence avec le tigre à dents de sabre et autres trucs qui excitent notre imagination. Et donc voilà, ça c'est lui. Et son dernier ancêtre connu, on en reparlera, mais euh, enfin, il n'a pas vraiment de cousin en fait encore en vie, Non. ce loup. Il est quand même très éloigné de ce qu'on peut imaginer. En fait, il est assez éloigné paléontologiquement du loup gris actuel, en fait, hein, par exemple. Voilà, Euh, leur dernier beaucoup plus, par ancêtre, exemple, ouais, beaucoup plus, excuse-moi, par exemple, entre l'éléphant d'Asie et le mammouth, hein, pour donner ok. un comparatif. Donc, c'est intéressant de voir aussi quel était le défi déjà initial, qui était en fait de, 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 de dééteindre, entre guillemets, hein, ce loup géant, alors que finalement, au sein des espèces vivantes, il y a assez peu de... Enfin, il y a une proximité, bien sûr, génétique, mais disons qu'elle est plus éloignée qu'on ne le pensait initialement. Voilà. Voilà, en fait, dans leur vidéo d'annonce, ils ont dit 99,5% ou quelque chose comme ça de proximité génétique. Mais c'est la même chose quand on vous dit qu'un être humain est à 99% proche d'un chimpanzé, parce que, oui, enfin, de proximité génétique entre le loup géant et le loup gris classique d'aujourd'hui. Parce que leur dernier ancêtre commun, à ce loup normal et à ce loup géant, il remonte à 6 millions d'années, donc à peu près autant que nous et le chimpanzé, en fait. Donc, ils sont vraiment éloignés. Ouais, ouais. Et peut-être que ce qui est le plus proche génétiquement de ces loups-là aujourd'hui, c'est des chacals, des trucs voilà, donc, qui sont un peu obscurs. Donc, c'est pas le loup normal, en tout cas, même s'ils se ressemblent, en fait, au niveau des os. Ok, donc, en fait, comment ils ont procédé exactement? On sait qu'ils sont partis d'une base de loup gris normal qu'on peut trouver en Amérique du Nord. Oui, donc Et ensuite, ouais. déjà au départ, à la base, il y a rien. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, on a très très peu de traces d'échantillons fossiles du loup géant. Et donc, ce que va faire d'abord l'entreprise, c'est entreprendre des recherches archéologiques, en fait, pour trouver, disons, des morceaux osseux et donc de l'ADN ensuite de ce loup géant. Et ils ont eu quand même assez de chance de trouver une dent et un os temporal qui ont respectivement 13 000 et 72 000 ans, donc quand même des vieux fossiles, des vieux fossiles. Et de ces vieux fossiles, ils en ont retiré un ADN ancien, mais extrêmement fragmenté, parce que comme vous le savez, l'ADN se détériore très rapidement. Et donc, plus le fossile est ancien, plus l'ADN est difficilement, comment dirais-je, lisible, si je puis dire ainsi. Et donc, Mhm. malgré tout, déjà, au préalable, c'est une prouesse d'avoir réussi à trouver, disons, des fossiles qui étaient assez rares, en fait. Et donc, c'est un premier pas qui était important pour l'entreprise avant de faire quelque démarche que ce soit au niveau génétique ou génomique. Voilà.
Ok, oui, j'ai vu qu'ils avaient spécifiquement récupéré un os qui est dans l'oreille interne et qui est extrêmement dense, donc qui garde très bien enfin, qui se détériore beaucoup moins vite que le reste. Mais c'est vrai que ils ont fait ça à partir d'une dent, donc j'imagine qu'ils sont trouvés, mais en fait par terre, et un crâne. Je crois qu'ils ont trouvé au fond d'une rivière, donc c'est quand même pas les meilleurs endroits du monde. Par rapport, on en reparlera, mais au mammouth, on a trouvé des spécimens quasiment entiers, je crois, gelés, enfin surgelés dans le permafrost. Donc ça, c'était là, ils partent de très très loin quand même. Ouais, absolument. Ouais. Je pense que c'est important de le dire déjà au départ. C'est en fait le mammouth paraît plus impressionnant d'un point de vue extérieur, mais quand on regarde dans le détail, en fait, ce qu'ils ont fait est déjà très impressionnant. Hein. Ça peut être même quasiment plus impressionnant que le mammouth en tant que tel, sur d'autres aspects en fait que l'on ne voit pas que l'on ne voit pas d'habitude en fait. Hein. Donc c'est déjà très très bien, ne serait-ce que la démarche en fait est déjà très très impressionnante en elle-même en fait. Ouais. Et pas Mais simple. mais donc ok, pour le procédé technique, parlons-en. Donc c'est pas un clonage, c'est pas non plus un vrai. Allez, on va le dire, c'est pas non plus un vrai Direwolf, hein, c'est pas un vrai loup géant de l'époque. Ce qu'ils ont fait, c'est ils ont remixé un peu, ils ont modifié les gènes du loup normal pour qu'il ressemble à ce loup préhistorique. Donc comment ils ont fait ça? Tu... Ouais. Disons que comme tu l'as dit, strictement parlant, on peut appeler ça une chimère génétique. C'est-à-dire que ce n'est pas un clonage, ce n'est même pas un hybride en propre, et ce n'est pas évidemment un loup géant. Ce n'est pas une reproduction de ce qu'était le loup géant, parce que dans la pratique, ce serait extrêmement difficile de reproduire un loup géant ex nihilo, d'une certaine façon. Hein. Faut bien s'en rendre compte, c'est théoriquement faisable, je me suis renseigné, mais dans la pratique, c'est pas encore là. En fait, on a beaucoup de gaps techniques à passer avant de pouvoir faire ce genre de choses. Mais du coup, ce qu'ils ont fait, c'est plutôt essayer de reconstruire déjà un génome entier, l'ensemble complet du génome du loup géant, par alignement sur celui du loup gris moderne, donc qu'on appelle Canis lupus. Et donc en fait, même s'ils n'avaient que des parties d'ADN, qu'un ADN fragmenté, ils sont arrivés, disons, avec des techniques notamment d'intelligence artificielle, à reformer, à reconstruire un génome entier pour pouvoir ensuite beaucoup mieux identifier les gènes que l'on pouvait ensuite modifier, que l'on pourrait ensuite cibler pour justement faire en sorte de reproduire au plus, au mieux possible, ce loup géant. Voilà, donc c'est déjà la première étape qui a été initiée, c'est celle-ci. Reconstruction du génome pour ensuite identifier des gènes clés. Donc 14 gènes ont été identifiés, qu'on appelle des gènes maîtres. Donc ce sont Mhm. des gènes, disons, pour parler vulgairement, plus importants que d'autres, qui sont un peu les top gènes du milieu. Et donc ces gènes, ils vont être responsables de la morphologie, de la physiologie et du comportement. Et donc ce sont ces gènes-là qui vont être modifiés. Donc il va y avoir 20 mutations qui seront conduites via du coup un outil dont on parlera davantage plus tard, qui est CRISPR-Cas9, qui est une technique innovante qui a d'ailleurs été co-inventé par une Française, Emmanuelle Charpentier, qui a reçu le prix Nobel. Et donc, Mhm. c'est aussi très intéressant de ce point de vue-là. Et ensuite, à partir de ces modifications apportées à des cellules extraites d'un sang, du sang d'un loup gris, ils sont arrivés à développer d'abord un embryonnaire, un in vitro, donc en dehors d'un organisme, et puis ensuite d'implanter cet embryon qui avait été modifié dans des chiennes porteuses, donc pas dans des loups gris femelles, mais dans des chiennes porteuses, pour ensuite donner naissance du coup à Romulus et Calici, qui sont du coup deux mâles et une femelle, puisque leur but est aussi de permettre une reproduction sexuée entre ces loups à terme. Hein, voilà. Donc voilà, pour faire bref et synthétique, ce qui a été mené. Oui, donc voilà, ils ont vraiment que 20 mutations de différentes, des loups normaux, mais vu que ce sont des gènes qui interviennent très tôt au niveau embryonnaire, C'est ça. ça influe sur tout, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à 5 mois, ils font déjà le poids et donc la taille d'un loup adulte, euh, un loup gris Européen. adulte normal, quoi. Ouais, un loup européen, voilà. Euh, et donc, voilà, enfin, après, il y a des précisions un peu sur les gènes. Ils ont donc voilà comparé ce qui se faisait chez le loup géant en essayant de mimer ça chez le loup gris. Je me souviens qu'il y a des gènes problématiques. Par exemple, le gène pour la couleur blanche chez le loup géant aurait créé la surdité. Chez le loup
gris. Donc il y a même des mutations qui n'ont même rien à voir avec le loup géant, qui sont juste des trucs purement quasiment esthétiques en fait, parce que du coup le gène pour la couleur blanche, la mutation plutôt pour la couleur blanche est même pas issue du loup géant. Ils ont fait un peu une création customisée Oui. pour correspondre à l'idée populaire. C'est comme je l'ai dit, en fait, ils ont essayé de se rapprocher le plus possible de ce qu'était le loup géant sur la base du génome reconstruit, mais en aucun cas ils n'ont utilisé l'ADN du loup géant pour faire ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'en fait, aucun génome de loup géant en propre n'a été utilisé. Ils ont simplement comparé, disons, ce qu'on pouvait obtenir avec ce génome reconstruit pour ensuite faire des modifications qui collent au mieux à ce qu'était le loup géant, tout en apportant parfois, disons, des modifications plus esthétiques, comme tu l'as dit. Mais malgré tout, ça reste une prouesse parce que c'est une modification polygénomique très importante qui avait des risques considérables d'effets cascades qui auraient pu faire que les naissances, d'une part, n'auraient pas été viables, mais qu'en plus, les loups à la naissance n'auraient pas pu survivre au-delà de quelques jours, au-delà de quelques mois. À voir ensuite, maintenant, comment les loups vont grandir, puisqu'ils ne sont pas encore arrivés à l'âge adulte. Mais déjà, ne serait-ce qu'à ce niveau-là, c'est une prouesse parce qu'auparavant, l'état de l'art était beaucoup plus réduit, en tout cas, par rapport à ce qu'on a fait là. Donc, c'est pas un loup géant, c'est pas une déextinction en propre, mais c'est une chimère qui est fonctionnelle et qui se rapproche, dans certains de ses traits morphologiques, physiologiques et comportementaux, de ce qu'était un loup géant à partir d'un génome reconstruit. Et déjà aussi, ce génome reconstruit, c'est entre guillemets une petite prouesse, en tout cas une petite avancée, parce qu'il est extrêmement difficile de reproduire, de reconstruire un génome à partir d'ADN fragmenté et détérioré. Surtout sur la base d'une dent et d'un os temporal, qui étaient vraiment les deux seuls éléments qu'ils ont pu récupérer, disons, des loups géants anciens. Ben oui, parce que en fait, ils ont eu pas mal d'avancées techniques rien que pour faire ces loups géants, même si au final, le marketing est peut-être un peu abusif, mais il est carrément nécessaire. En fait, ça leur a permis quand même d'avancer pas mal sur certaines choses. Je crois qu'ils ont même avancé sur, tu sais, quand il faut faire il faut extraire des tissus d'un animal pour pouvoir euh, recréer un embryon à partir de son ADN. Et je crois que normalement, par exemple pour du clonage, normalement comment on dit, c'est des extraits de tissus qui sont assez invasifs, c'est-à-dire ils prennent des gros bouts. J'en sais pas plus que ça, mais maintenant ils arrivent à faire ça à partir de sang tout simplement. Donc apparemment, rien qu'en faisant ce travail-là, ils ont déjà largement simplifié la suite pour le clonage. De son chien ou autre, il n'y aura plus besoin de retirer ce sera beaucoup moins invasif, ce sera juste une prise de sang. Tout à fait, parce qu'en fait, les modifications apportées ont été faites sur des cellules qu'on appelle endothéliales, désolé pour ce barbarisme, mais donc ce sont des cellules qui tapissent en fait l'intérieur des vaisseaux sanguins et qui ont été extraites du coup du sang d'un loup gris. Et donc en effet, ce sont des méthodes. En fait, c'est une méthode même non invasive, en fait, hein, pas du tout, elle n'est pas du tout invasive cette méthode, elle est très très peu invasive, elle est beaucoup moins chère et elle est beaucoup plus démocratisable entre guillemets, hein, donc il y a aussi des vraies avancées incrémentales qui ne font pas forcément la couverture de presse, mais qui sont nécessaires en fait pour avancer même vers des techniques qui seront plus approfondies et qui permettront peut-être un jour, dans un futur plus ou moins lointain, de faire carrément un loup géant, un vrai loup géant, quoi, entre guillemets. Mais Oui, la science avance à petits pas, et c'est un petit pas, mais un petit pas qui quand même signifie quelque chose d'important, je crois. mais c'est pas mal, ça va quand même simplifier, par exemple, le clonage des chiens. Il y a énormément de gens qui font cloner leur chien une fois qu'ils meurent. Enfin, qui plutôt prévoient le coup avant qu'ils meurent pour re-avoir exactement le même. Je sais que Javier Milei a fait cloner son chien Conan le Barbare en 3 Oui, autres chiens, qu'il a appelé absolument. par le nom d'intellectuels libertariens. Je sais qu'il y a Rothbard et d'autres. Il a nommé ses chiens comme ça. Bref, partie de la mythologie. Ok. Et du coup, qu'est-ce qu'on a ensuite? Donc oui, voilà, bah, on est d'accord que c'est pas un loup géant, c'est plutôt ce dont on s'imagine qu'ils étaient, et c'est un loup normal en fait, génétiquement en tout cas, mais pour l'œil humain, c'est peut-être, on pourrait dire une autre espèce, si on part pas sur, tu sais qu'aujourd'hui on va Mhm. plutôt distinguer les espèces en fonction de leur proximité génétique, mais on pourrait
peut-être auparavant, il y a peut-être un siècle, on le faisait entièrement par rapport à leur apparence et leur comportement. Donc là, c'est peut-être que selon une définition plutôt comment on dit ça, phénotypique pour l'apparence, peut-être que ça Alors, correspond à une autre espèce, alors, mais pas vraiment. la définition d'espèce est parfois assez floue, entre guillemets, mais en fait, elle regroupe plusieurs critères stricts, d'après ce que j'ai compris. Donc, il y a des critères écologiques, donc l'environnement, il y a des critères sexués, reproduction sexuée possible, même si, évidemment, il y a des espèces qui arrivent à se croiser. Hein. Par exemple, le coyote et le loup sont deux espèces distinctes, mais pourtant qui sont extrêmement proches et qui arrivent à faire, je ne sais plus comment se nomme l'espèce, enfin, mais en gros, ils peuvent s'accoupler. Il y a aussi un critère phénotypique, comportemental, physiologique. Et ça, on peut dire que d'une certaine façon, ces chimères, entre guillemets, peut-être, en tout cas, sont potentiellement suffisamment séparées ou éloignées du loup gris originel pour être considérées comme telles à travers ce critère-là. Mais par rapport à d'autres critères, en fait, il faudrait voir plus dans le détail, en fait, si ça correspond vraiment. Moi, Il coche plusieurs cases, en tout cas. Il coche plusieurs cases de la spéciation, quoi. C'est pareil. Non, non, clairement. Il coche la Oui, case voilà. apparence, il coche peut-être la case comportement, avoir ces gènes de comportement qu'ils ont modifiés. Mais bon, en tout cas, ça ouvre des portes assez dingues. Ça veut dire que maintenant, on sait faire assez facilement. Bon, pas encore facilement, mais c'est vraiment réalisable parce qu'on ne sait pas combien de pertes ils ont eu. On attend encore qu'ils publient leur papier, je crois. Mais Si, ils là, l'ont annoncé, ils l'ont annoncé. Ils ont eu une perte. En fait, ils ont eu une perte dans uh-huh. tout le processus. Mais le loup qui est mort au bout de 10 jours n'est pas mort en raison des modifications génétiques, mais est mort en raison d'une maladie. Mais en fait, ils D'accord. ont fait. J'ai pas le niveau. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est pas du tout dû, ou très très peu dû, d'après leurs résultats, à Ok, leur donc modification. C'est c'est du plutôt dû hasard. à. En gros, oui. C'est comme quand il y a un bébé qui meurt à la naissance, quoi, en gros. Ok. Non, mais oui, enfin, oui, c'est sûr il y a une grande chance de mort de toute manière. Non, mais donc c'est assez dingue. Ça veut dire que maintenant, on peut se faire des espèces synthétiques un peu comme on veut. Donc, on parle souvent des designer babies, donc se faire des enfants spécifiquement avec les yeux bleus, avec telle caractéristique ou quoi. Maintenant, réalistiquement, dans les 10 ans, on peut faire des chiens custom quelque part. Bah, en Euh, tout cas, à la rigueur, si ce n'est pas une espèce, je crois que le débat sur le fait que ça soit potentiellement considéré comme une sous-espèce peut s'ouvrir. Hein. Je pense. C'est tout à fait possible, d'après ce que j'ai lu dans mais certains articles. En Voilà. tout cas, c'est complet. Si on repart plus en arrière, si on prend du recul, c'est quand même une avancée de fou parce que comment on aurait fait ça avant? Donc avant, genre il y a 50 ans, mais la seule manière, c'était, j'imagine, de faire de la sélection humaine à l'ancienne, c'est-à-dire, j'imagine pas combien de générations il aurait fallu à Mhm. partir d'un loup pour créer un loup qui est 2 fois plus gros, qui a un comportement complètement différent. En fait, ça aurait pas été possible. Donc déjà, le CRISPR, c'est incroyable pour ça, parce que dans la conception en fait de l'humain normal, j'imagine que la sélection est encore là. On pense encore à ça instinctivement quand on parle de modifier un animal, et maintenant on peut faire un shortcut complet et insérer des gènes sur commande à des endroits clés, ce qui en fait qui permet de gagner 10 000 ans de, Clairement, de, de clairement. sélection, quoi. Ou même d'atteindre des choses qui n'auraient jamais pu être possibles. Oui, oui. Bah, comme si on en parle après, il y a déjà des choses qui ont été faites, qui ont été moins hypées, moins marketées, voire marketées négativement. C'est notamment le gène de la fluorescence qu'on peut maintenant sur commande mettre dans n'importe quelle espèce animale. Il y a ça notamment, mais en tout cas, ouais, c'est un pas énorme. Euh, Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, la sélection. En fait, ça reste une sélection artificielle, hein, la sélection à l'ancienne. Hein. Mais c'est une sélection qui est extrêmement longue. Il y a un exemple marquant, par exemple, c'est le renard argenté. C'était une expérience qui avait été conduite en URSS. Et en fait, ils ont dû mettre 40 à 50 générations de renards à partir de renards sauvages pour arriver à ce renard argenté qui est un renard domestique en fait. Et donc il y a tous les comportements, il y a des caractéristiques physiologiques différentes, légèrement différentes, phénotypiques aussi assez différentes, et surtout comportementales en fait. Hein. Il peut vraiment être domestiqué, il peut vraiment s'intégrer, disons, à une vie domestique, alors qu'un renard sauvage ne le peut tout simplement pas. Mais donc c'était extrêmement long, comme tu l'as dit, ou alors on faisait en effet des insertions de gènes étrangers, un gène classique. hmm. Par exemple, la Ça, fluorescence. c'est ce qu'on sait faire depuis à peu près 20 ans, ça, non? Voilà. Ok, Ouais, donc un ça, peu c'est plus. l'ancêtre de CRISPR.
Ça, on va dire que c'est le proto-ancêtre, ouais, avec la quasi. Ouais. D'après ce que j'ai vu, en fait, on prenait un gène, je sais pas comment on l'isolait, mais en tout cas, on avait un gène et on le balançait directement dans l'embryon et on espérait, on croisait les doigts pour que ça prenne, quoi. C'était à Oui, peu près ça. ouais, c'est un peu comme une greffe, en fait. Voilà. Ok. Pour faire une analogie un peu foireuse, peut-être, mais c'est un peu comme une greffe. C'est-à-dire que, bon, on essaye de faire en sorte que ça colle le mieux possible, mais bon, s'il y a un rejet, il y a un rejet, quoi. Alors, je ne dis pas que CRISPR-Cas9, on va en parler ensuite, n'a pas de limite, attention, hein, on va en parler, mais on va dire que le taux de réussite était plutôt faible, malgré tout. Voilà. Mais quand même, on a fait des trucs assez dingues avec cette ancienne méthode de drag and drop, en gros. Euh, je sais on en a parlé. En fait, tout le monde le sait parce que ça a assez mauvaise presse. Je me souviens quand on était jeune, je sais plus, je crois que j'avais un prof un peu écolo sur les bords qui nous expliquait que les scientifiques jouent avec les OGM, ils font des trucs fluorescents et tout. Il parlait de ça comme si c'était mauvais en fait. Mais depuis, j'ai regardé de plus près et c'est quand même assez stylé. Donc ça fait, je sais pas moi, 20 ans au moins qu'on s'est inséré un gène de la fluorescence qui a été retrouvé chez des méduses et on sait le mettre dans n'importe quel animal. On sait même modifier la couleur. Donc en fait, si tu veux regarder sur Internet, on a des grenouilles fluo, des chats fluo. En fait, on a tout fluo. Je sais que dans le The Big Bang Theory, je crois que Sheldon, sur sa table de chevet, il a une lampe qui est en fait un poisson, un glowfish s'appelle. Et ça, apparemment, c'est vendu librement en Amérique. Je sais pas si ça existe chez nous, mais bon, voilà, c'est un poisson phosphorescent, c'est quand même génial. Oui, Mais tout il y a à des fait. En trucs fait, encore. Oui, c'est, dis-moi. j'allais même parler peut-être ce dont tu m'avais parlé une fois en conversation, le biostyle. Peut-être que tu vas en Oui, parler. bah non, mais c'est assez incroyable en fait. Juste en me promenant sur Wikipédia et autres, j'ai vu l'étendue de ce qu'on avait déjà fait sans CRISPR. On a fait BioSteel. C'est en fait une chèvre, enfin c'est à base de chèvre où on a inséré dans l'embryon des gènes d'araignée apparemment. Donc c'est un peu comme Spider Cochon dans Les Simpsons, si vous vous souvenez, mais avec une chèvre, quoi. Et en fait, le but, c'est que dans son pis, la chèvre, alors, en même temps que le lait, elle produit un genre de soie. Donc c'est complètement fou. Je sais pas comment ils ont eu cette idée, mais Ah, apparemment, cette soie est ultra forte. Je sais plus c'était quoi, c'était 20 fois plus solide que de l'acier, mais tout en étant extensible. Enfin, c'est oui, n'importe quoi, mais et d'ailleurs, apparemment, ça marche. cette entreprise existe toujours, hein. Voilà. Donc, Elle ça existe toujours. existe et apparemment je crois que c'est la marine américaine qui finance ce truc-là. Je sais plus à quoi ça va leur servir, mais à faire peut-être un filet pour protéger les pales de leur navire ou je ne sais quoi. Mais on est déjà sur des trucs complètement fous. C'est-à-dire une chèvre qui produit de la soie. C'est bon. Euh, Mm. bon, c'est sympa. Donc j'imagine. En fait, on en avait parlé à un moment. On était parti un peu dans un délire d'une vision techno-futuriste où on s'imagine que maintenant on va pouvoir élever des chèvres au fin fond du Massif central, mais créer des produits ultra technologiques en même temps. Donc un genre de réconciliation de la vie à la Jean Lassalle avec Taïwan quelque part. Donc On a hâte de pouvoir élever des chèvres transgéniques capables de produire des toiles d'araignée. Voilà. ce serait stylé. Après, j'ai vu aussi qu'ils avaient fait des porcs Ouais. avec des modifications génétiques pour réduire les chances de rejet quand on s'implante ces organes-là. Donc, Mhm. mais tout ça, c'est ultra utile. Après, on a aussi ils maîtrisent maintenant le fait de pouvoir inhiber ou non euh, une hormone, je crois, ou une protéine qui s'appelle la myostatine, qui est la chose qui provoque comment dire, une masse musculaire gigantesque. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les bovins belges qu'on appelle, chez moi on appelle ça les culards, mais bref, c'est des bovins qui sont déjà sélectionnés à l'ancienne, disons, dans les peut-être 300 dernières années, pour avoir un défaut génétique lié à la myostatine qui fait qu'ils ont des muscles extrêmement volumineux. Donc, c'est des animaux qui sont populaires en Belgique, mais qui sont, bon, bien sûr, c'est déjà des chimères parce qu'ils peuvent pas Mhm. mettre bas à part via une césarienne. En fait, ils sont complètement
enfin, ils sont pas du tout viables en fait. Sans l'homme, ils tiendraient pas à une génération en fait. Donc ça existe déjà, mais maintenant c'est complètement maîtrisé. On peut faire ça sur n'importe quel animal. En une seule génération, ce qui est important parce que voilà. Bon, du coup, est-ce qu'on peut-être que maintenant on peut parler de CRISPR Oui, je pense. Ouais, bah, Je pense, on en a parlé un je pense que c'est peu. bien. Parce que je pense que CRISPR est un gap technologique extrêmement important. Je pense que c'est vraiment une innovation de rupture, hein. Je pense qu'on peut parler d'innovation de rupture de manière aussi importante que, par exemple, ce qu'on peut trouver dans l'IA, dans le quantique, etc., mais pour les sciences de la vie, hein. Donc, c'est, à mon avis, fondamental de le replacer, disons, dans son contexte et dans ce qu'il signifie. Donc, CRISPR, en fait, c'est un outil, c'est un système qui est d'origine bactérienne et qui est utilisé notamment pour éditer le génome. Donc, cette édition, elle peut se faire par modification d'un nucléotide ou bien par édition avec la suppression ou le remplacement de séquences d'ADN beaucoup plus longues et avec surtout un contrôle extrêmement accru en fait. C'est comme une sorte de ciseau moléculaire en réalité. Et donc ça nous apporte deux choses. D'une part, beaucoup plus de précision par rapport aux techniques précédentes, et d'autre part, la possibilité de modifier des séquences beaucoup plus longues, comme je l'ai dit, et donc de modifier potentiellement plus de gènes, etc. De faire des choses beaucoup plus approfondies, beaucoup plus, avec des conséquences beaucoup plus fortes, potentiellement plus fortes que ce qu'on pouvait faire. Ok. Mais donc, qu'est-ce qu'on avait comme exemple? Par exemple, Colossal Biosciences a déjà, comme preuve de concept, avant de faire leur loup géant, ont créé une souris laineuse en insérant spécifiquement certains gènes pour qu'elle ait les gènes liés à la résistance au froid, donc plus de graisse et plus et des poils comme un mammouth, quoi, en fait. Par exemple. CRISPR permet des trucs assez dingues, donc parce qu'on a vu un peu avant sur la fluorescence, il permet de prendre des gènes d'une espèce complètement séparée, donc par exemple d'une méduse, et de les mettre dans une autre espèce. Donc c'est pour ça, il n'y a même pas avec la sélection, même sur 1 million d'années, c'est pas possible. Donc ça c'est oui, c'est un game changer. Oui, c'est plus une évolution, on programme carrément, on coupe, on met pile ce qu'on veut quand on veut. C'est de la reprogrammation cellulaire en réalité, hein. Je pense que si je ne me trompe pas sur le tab technique, je pense qu'on peut en parler. On peut Bah en oui. parler comme ça. Voilà. Ouais, c'est carrément de la reprogrammation. C'est juste qu'on part d'un truc qu'on a pris ailleurs, mais vu l'abondance d'espèces différentes qu'on a sur Terre, on a quand même accès à pas mal de gènes de mutations intéressantes, quoi. Exactement. Mais donc, qu'est-ce qu'on a comme autre exemple? Je sais qu'il y a du CRISPR qui a déjà été fait sur des êtres humains Bah, c'est surtout, en voilà, Chine. c'est ça en fait. C'est les thérapies géniques. Qu'on appelle les thérapies géniques. C'était le scientifique chinois qui d'ailleurs est repassé un peu dans les news récemment, je l'ai revu passer, parce que il s'appelle He, donc H-E, et Jian QI, donc incroyable déjà le nom de famille. Moi je lis ça comme QI, enfin géant QI, littéralement. Donc très bien. Et cet homme-là, il avait été assez célèbre d'une mauvaise manière, parce qu'il avait il avait expérimenté sur 2 jumelles et je crois qu'un des embryons, il l'avait modifié avec CRISPR pour insérer un gène bien spécifique qui s'appelle le CCR5, qui est un gène pour la résistance au VIH. Mm. Et bon, ça avait buzzé, disons. Et puis il a fait de la tôle, enfin il a fait 3 ans de prison en Chine. Et là il est de retour et maintenant il refait encore il est de retour dans les recherches. Ouais, C'est intéressant ouais, qu'est-ce qu'il a fait? il poste des selfies de lui tous les jours avec une sorte de description l'édition génétique et l'avenir de l'humanité. Demain, nous serons tous des Ah oui, donc en surhommes. fait, il a pas du Faut que tout. tu ailles voir le compte, Ah, c'est à mourir de rire. C'est à mourir de rire. j'ai vu des mèmes sur lui et j'ai pas compris en fait qui c'est ce mec. Mais maintenant, j'ai compris que c'était lui Voilà. qui avait CRISPRisé les jumelles. Et en fait, il a pas du tout renié. C'est-à-dire qu'il continue. En fait. Non. Ah non, pour lui, en fait, la réaction scientifique et gouvernementale de l'époque a été un énorme frein au progrès, quoi. Voilà. Oui, Énorme frein au d'accord. progrès Donc, parce que ça fait un énorme tollé, hein.
toutes les rédactions scientifiques, Science, des grandes revues académiques, Science, Nature, etc., ont dit mais c'est scandaleux, etc., etc. D'ailleurs, on part de ce débat éthique, hein, c'est tout à fait possible. Et donc lui, il essaye maintenant de réenchérir en fait, en disant mais écoutez, vous êtes mignons quoi, mais moi ça n'a pas empêché de refaire l'expérience ou même d'aller un peu plus loin. Donc il annonce un peu sur Twitter, il fait une sorte de selfie de lui, d'autoportrait, avec un sourire un peu narquois en disant dans 20 ans, le QI moyen sera de 160. Tu vois, où vas-tu, mon ami? Mais voilà. Et donc, au-delà de cet exemple un peu frappant, il y a aussi plein de thérapies géniques nouvelles qui commencent à apparaître sur le marché, notamment avec des applications cliniques très, très importantes. Bon, on va parler d'une célèbre maladie que vous connaissez pour d'autres raisons, mais par exemple, il y a une thérapie génique qui vient d'être autorisée aux États-Unis en 2023. C'est la première mondiale pour le traitement de la drépanocytose, qui est une maladie génétique du sang. Il y a eu aussi un traitement qui a été autorisé pour la bêta-thalassémie, voilà, qui est une anomalie de l'hémoglobine. Et puis, il y en a aussi d'autres qui sont en train d'être examinés par la FDA américaine pour justement rentrer ensuite en commercialisation. Quand tu dis rentrer en commercialisation, thérapie génique, ce serait sur des embryons pour la FIV par exemple ou Non, quoi? Comment ça se passe? sur des gens adultes qui ont la maladie, parce que CRISPR peut s'appliquer non seulement à un stade embryonnaire, mais peut aussi s'appliquer en fait via des thérapies géniques qu'on peut incorporer. Par exemple, si tu es atteint de drépanocytose, on peut faire une thérapie génique et demain tu n'auras plus la drépanocytose parce qu'en fait CRISPR agit aussi sur ta génétique à toi, entre guillemets. En fait, il n'est pas obligatoire d'être un embryon pour en bénéficier, quoi. Donc en fait, on peut modifier notre génétique alors qu'on est déjà adulte? C'est Ouais, ok. tout à fait, ouais, tout à fait. Le but des D'accord. thérapies géniques, c'est surtout de répondre notamment à un besoin actuel vis-à-vis de maladies génétiques qui sont parfois rares, parfois pas rares, mais qui peuvent être potentiellement ou déjà soignées par, disons, ces thérapies géniques. Voilà. Le seul défaut des thérapies géniques actuellement, en fait, il y en a même deux. Le premier, c'est que c'est très très long pour autoriser ça, parce que réglementairement, ça prend des années, il faut des tests et des tests et des tests. Bon, ok, c'est normal, allez. Et deux, c'est très très cher. Alors, le coût a beaucoup baissé ces 10 dernières années parce que, comme vous le savez, le coût du séquençage génomique, le coût des techniques, etc., des technologies, baisse exponentiellement dans le temps. Mais malgré tout, ça reste assez cher. Il y a assez peu d'assurances de santé aux États-Unis qui le prennent totalement en charge. Mais ça existe, c'est déjà sur le marché. Et dans les années qui viennent, on va faire exploser, disons, le nombre de solutions géniques. Par exemple, il y a des solutions de thérapie génique qui ont été aussi déjà testées et expérimentées sur des personnes ayant perdu la vue ou ayant perdu l'audition et qui ont réussi en Chine ou au Royaume-Uni l'année dernière. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est un fort milestone. Et pour en revenir à Colossal Biosciences et en gros au thème de l'émission qui sont les loups géants, tu peux me confirmer peut-être, mais les loups géants maintenant c'est en fait, allez, c'est un peu de la thérapie génique mais sur un embryon, mais ce serait peut-être la plus grande échelle qui ait été faite jusqu'ici, parce qu'on parle de 20 mutations introduites artificiellement. Bah, en fait, ce qui est impressionnant, oui, déjà, c'est le nombre de mutations sur autant de gènes maîtres, et surtout, c'est à quel point ils ont fait ces modifications de manière aussi précoce, en fait, en réalité. C'est la précocité de la modification qui rend la chose d'autant plus spectaculaire, parce que, en fait, avec autant de modifications sur autant de gènes, rien n'aurait garanti, par exemple, que ne serait-ce que les loups soient viables, mais pas à la naissance, ne serait-ce qu'à 14 jours ou un mois. Déjà, pendant la période de gestation. Surtout que la gestation s'est faite dans des chiennes. Donc, en fait, ça a posé beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés. Et c'est vraiment un travail de soierie. Hein. C'est de la dentelle. Hein. C'est de la dentelle scientifique. Hein. C'est de la dentelle biologique. Non, mais et là, oui, comme tu l'as dit, c'est des gènes qui changent quasiment tout. Ils vont changer la structure osseuse, le comportement, j'imagine le cerveau. Enfin, ils vont changer le squelette carrément. Et en fait, pour les humains, ce qu'on voudrait changer aujourd'hui, c'est des gènes quand même relativement extrêmement récents. Si on parle des deux jumelles chinoises, là, on parle d'un gène qui est issu peut-être d'une sélection sur les Européens pendant la peste noire. Les Européens auraient acquis le gène qui a été introduit dans les jumelles. Peut-être au Moyen-Âge ou en Antiquité, donc des trucs super récents et qui ont probablement quasiment aucune influence sur d'autres parties de l'être humain. Donc si on peut faire des loups qui sont complètement différents et que ça marche, alors, pour l'instant j'ai l'impression que la réussite elle est quasiment parfaite. Là il y en a un qui est mort mais d'un autre truc. Donc ça veut dire que ça augure très bon pour les humains si on peut modifier des petits gènes c'est juste comme ça serait
presque sans danger. Sur 4 tentatives, il y a eu une mort au bout de 10 jours et qui n'est pas directement liée aux modifications d'après ce que j'ai lu. Évidemment, aujourd'hui, en fait, CRISPR, je vais parler de limites de CRISPR, mais je vais parler de limites non pas fondamentales. Je veux dire, en fait, l'outil s'est beaucoup amélioré depuis sa création. Aujourd'hui, on a des ciseaux moléculaires qui se basent sur CRISPR, mais qui ont d'autres noms et qui sont beaucoup plus précis, beaucoup plus à même de faire de modifications que le premier CRISPR, parce que l'outil s'améliore avec le temps. Mais malgré tout, il y a certaines limites, notamment dans le fait que modifier un gène maître comme ils l'ont fait, par exemple, pourrait entraîner des effets cascades. Il peut aussi y avoir des modifications non désirées qui peuvent apparaître. Il peut y avoir des gènes qu'on appelle polygéniques. C'est le cas, par exemple, chez l'homme, des gènes sur l'intelligence. L'intelligence, c'est plusieurs gènes. Et donc, par exemple, faire une modification pour modifier radicalement le niveau d'intelligence moyenne d'un enfant à naître, ça nécessite une modification sur plusieurs traits et avec des effets en cascade potentiellement très, très importants. Donc en fait, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Et le fait même de réussir déjà autant de modifications sur autant de gènes, c'est un grand step. Parce qu'auparavant, on était limité à 1, 2 ou 3 gènes ou une ou deux ou trois modifications pour la faire courte, alors que maintenant, on a déjà un éventail de possibilités qui apparaît être plus important en tout cas. Voilà. Non, ok, non, mais c'est quand même génial. Mais moi, ce que j'aime, c'est le fait qu'ils ont fait un marketing parfait, là. Je veux dire, ça a été repris partout et derrière, ça booste, ça va donner énormément de pognon pour cette technologie qui va, au final, profiter surtout aux humains parce que on pourra reparler des autres projets de Colossal. Mais est-ce que c'était bien réaliste de base de vouloir recréer des loups géants préhistoriques? Je pense que ça n'a pas vraiment de sens. Parce que tu sais, les prétextes étaient, disons, écologistes pour améliorer la biodiversité, etc. Mais bon, on parle d'un animal qui a plus sa place sur Terre, en fait. Ce qu'il faut voir, à mon avis, c'est que, en fait, s'ils arrivent à tout d'éteindre, donc mammouth, tigre de Tasmanie, dodo et puis ce loup géant, en fait, toutes les techniques, toutes les avancées qu'ils auront accumulées seront utiles pour la conservation des espèces actuelles et seront utiles aussi pour faire des modifications génomiques, pour faire des thérapies géniques en fait sur des espèces existantes, potentiellement invasives, moi, je rêverais en fait, et il y a déjà des projets qui sont en cours là-dessus, de pouvoir modifier génétiquement le moustique pour que le moustique ne soit par exemple plus porteur de certaines maladies. Alors évidemment, ça touche un continent qu'on n'aime pas beaucoup, mais vous voyez en fait les possibilités qui s'ouvrent en fait sur ce genre de terrain. Donc en fait, même si l'objectif est avant tout, est avant tout, comment dirais-je, propre à faire parler de lui, toutes les techniques accumulées pour arriver à ces objectifs-là permettraient ensuite, dans leur esprit, de pouvoir avancer sur la conservation des espèces, de pouvoir avancer sur la modification génétique d'espèces existantes. Et quand on sait notamment que le nombre d'espèces qui disparaissent a beaucoup augmenté, que la vitesse, disons, de disparition des espèces a beaucoup augmenté, que certains scientifiques parlent de 6e extinction de masse, ces techniques-là pourraient nous être utiles justement pour essayer de combler ou de limiter cette extinction, si tant est qu'elle soit vraie. Mais d'après ce que je lis, il y a plutôt un consensus sur le fait quand même qu'il y a une accélération de la déperdition de diversité d'espèces dans nos environnements. Donc, notamment au fur et à mesure que l'homme avance, encroche de plus en plus sur leur habitat, c'est normal que, surtout j'imagine dans les contrées comme l'Afrique et l'Inde qui étaient quand même sous-peuplées. Enfin, pas l'Inde, mais l'Afrique était vraiment sous-peuplée avant et maintenant ça défriche, on imagine à fond, donc il y a énormément de choses qui meurent. Enfin bref. Mais du coup, il y a aussi une autre technologie qui va être extrêmement utile et même si probablement plus tabou, qui devrait être développée comme résultat des travaux de Colossal et d'autres, c'est les utérus artificiels. En fait, là, avec un loup gris, on pouvait utiliser une chienne classique domestique comme mère porteuse, parce que c'est quand même extrêmement proche. Les loups et les chiens peuvent créer des hybrides sans problème. Mais sur les autres espèces qu'ils veulent aujourd'hui ressusciter, ça va être un peu plus problématique. Déjà, le mammouth, j'imagine qu'avoir un éléphant mère porteuse, ça revient extrêmement cher.
Aujourd'hui, ils ont déjà un prototype, disons, d'utérus artificiel qu'ils ont utilisé pour le tigre de Tasmanie. Donc c'est un marsupial. J'imagine que je ne sais pas si la gestation est plus compliquée que pour un mammifère comme nous. Je ne connais pas les termes de biologie. Mais apparemment, ils arrivent à le faire survivre dans un environnement d'utérus complètement artificiel jusqu'à la moitié de la gestation. Et on imagine que ça devrait augmenter maintenant qu'ils vont faire des levées de fonds avec beaucoup plus d'argent, quoi. Donc ça va être, c'est obligatoire pour le mammouth, je pense, de leur point de vue, d'avoir un utérus complètement artificiel. Bon, en réalité, sur l'ectogénèse, pour employer le terme technique, donc sur l'utérus artificiel, chez certains animaux, on arrive déjà à le faire entièrement. Il y a certains animaux dont on est arrivé à entièrement. C'est des mammifères, c'est quel genre d'animaux? Je ne sais plus exactement, mais je crois qu'il y a un mammifère. Je ne sais plus si c'est une chèvre. Parce qu'en fait, je crois qu'il y avait au Royaume-Uni, ils avaient fait naître une chèvre, si je ne dis pas de bêtises, par utérus artificiel jusqu'à son terme. Mais il y a aussi d'autres animaux. J'avais lu ça. Mais chez les humains, il y a une limite éthique. En fait, on peut le faire, mais jusqu'à 14 jours. En fait, techniquement, on pourrait le faire au-delà de 14 jours, mais sauf qu'en fait, on ne peut pas légalement faire au-delà de 14 jours pour des raisons éthiques. Euh, euh, D'après ce que j'ai demandé à ChatGPT pour essayer de m'aiguillonner en faisant une hypothèse que ces barrières n'existaient pas, au vu des techniques actuelles, on ne pourrait pas aller au-delà de 3 mois. Mais bon, 3 mois d'ectogénèse pour un humain, c'est déjà très important, disons-le. Mais en tout cas, c'est un domaine en pleine mutation. C'est un domaine qui avance très vite. Par exemple, aux Pays-Bas, il y a une start-up qui travaille sur un utérus artificiel pour humains, ouvertement. Alors, je ne sais pas comment ils vont se dépatouiller avec les limites juridiques et éthiques. Bonne chance, mais ils y travaillent ouvertement. Mais voilà, on est à la frontière de quelque chose qui est quand même parfois très tendancieux. Et c'est quelque chose qui a le potentiel d'être radicalement transformateur. Radicalement transformateur pour la reproduction, en fait, des espèces. Ouais, attends, j'ai vu que Nicolas, t'avais levé la main. Je sais pas si tu veux intervenir, ou sinon tu peux poser la question dans les coms. Attends, hop. Tu peux te démuter. Mais sinon, il y avait Gladys qui avait posé une question en attendant. Je sais pas si tu peux le voir, Vince, dans les commentaires sur la page des Braves. Crainte majeure, cet utérus artificiel va finir par être utilisé par les humains et les femmes vont disparaître. Qu'est-ce que tu en penses En fait, c'est bon. Je pense que l'inertie de la société sera trop forte pour arriver à des utérus artificiels généralisés. Voilà. Je pense qu'il y aura toujours une limite éthique sur ce sujet chez les hommes. Peut-être pas toujours, c'est un peu fort comme terme. Mais en tout cas, pendant longtemps, on sera très réticent à le faire, complètement. Je pense qu'on peut-être qu'on le fera. Peut-être que certains scientifiques le feront en cachette pour le faire, juste pour dire qu'on l'a fait. Mais de là à généraliser complètement l'utérus artificiel dans la société, et donc à rompre en effet avec des pratiques de reproduction sexuée classiques, en fait naturelles, hein, donc naturellement ce qu'on fait encore et ce qu'on va faire peut-être encore pendant un bon bout de temps, ça me semble très très compliqué, très très compliqué. Déjà, ça nécessite des changements de mentalité énormissimes, ça nécessite ensuite des accords gouvernementaux. C'est pas demain la veille. Enfin, très franchement, même si aujourd'hui on avait la technique pour pouvoir faire naître un humain en utérus artificiel sur 9 mois, je pense qu'on ne le ferait pas. Je pense qu'on ne le ferait pas parce que en fait, c'est au-delà même de simples débats éthiques sur la PMA ou la GPA. Là, on parle quand même d'une rupture qui serait suffisamment forte pour rompre avec la reproduction sexuée telle qu'elle s'est constituée en fait depuis que l'homme est homme, d'une certaine façon. Ça ne présuppose pas de mon opinion, hein. Mais je pense que c'est difficilement praticable. Voilà. Ouais, théoriquement, on va le faire. Théoriquement, on va pouvoir le faire, ça c'est sûr, je pense. Moi, je verrais juste le cas où on s'est tellement modifié via CRISPR qu'on peut plus sortir par la voie naturelle, quoi, disons. Et on a besoin de plus de place, peut-être, parce que tu sais qu'il y a quand même pas mal de... On peut pas avoir un volume crânien trop élevé, sinon ça passe pas. Après, par rapport aux limitations du squelette.
j'ai déjà lu des transhumanistes, même des mecs un peu plus radicaux que ça, qui t'expliquent dans certains articles que ce serait utile pour notamment les femmes avec des longues carrières, les femmes au-delà de 40 ans, etc. En gros, l'utérus artificiel pourrait pallier, disons, à des manquements que la société moderne, en fait, nous inflige, étant donné que de nombreuses femmes, parfois, ont moins d'enfants ou ne peuvent pas avoir d'enfants parce que longue carrière, parce que études longues, parce que Oui. la vie est telle que finalement, aujourd'hui, il y a des pressions, disons, à la dénatalité qui sont assez fortes dans nos sociétés, il faut quand même le dire, et des pressions qui ne sont pas idéologiques, qui sont matérielles, qui sont systémiques. En fait, c'est des questions qui sont infinies et qui vont être posées, mais je crois que, in fine, nous ne le ferons pas ou nous le ferons de manière limitée et pas généralisée. Voilà. Par contre, que demain on puisse faire de la sélection embryonnaire, même de l'édition embryonnaire, je pense que ça se fera à un moment donné, mais toujours sous couverture quand même d'un processus de gestation classique, naturel, et pas à travers l'utérus artificiel. Mais je peux me tromper. Hein. Peut-être que dans 50 ans, les enfants naîtront avec des utérus artificiels. Hein. C'est possible. Hein, mais... Vu voilà. le prix, ce sera quand même moins cher une mère porteuse. Oui, vous m'entendez ? C'est encore plus tabou. Oui, on t'entend, Nico, tu peux intervenir. Ouais. J'ai vu passer un micro-débat sur Twitter l'autre jour, hein, quant au fait que maintenant que ce genre de choses est rendu possible, et probablement bientôt pour les humains, que ça rendait beaucoup plus acceptable l'extermination de certaines populations, et en l'occurrence ça parlait des Européens. Puisque on a la capacité technique de revitaliser une espèce, une population. Donc, que maintenant, on se dit, de toute façon, c'est pas très grave, on peut tous les décimer et en faire un élevage en contrôlant les naissances, c'est pas très... Je comprends ce genre d'argument pour les animaux où on dit on a des copies, on a un fichier zip, on s'en fout, on peut les tuer, puis on peut les refaire venir quand on veut. Par contre, sur des humains, je vois pas le délire. Mais la conversation dans sa totalité, c'était que faire disparaître les Européens dans leur globalité et que les Chinois allaient récupérer les quelques gènes dont on dispose pour ils ont commencé, ouais. Des êtres un peu plus récupérer ce qu'ils aiment de nous chez les Européens, quoi. Mais pour les Chinois. Ça part dans la science-fiction qui va très très loin, quoi. Mais c'est pas prêt. En plus, honnêtement, dans 2 siècles, c'est possible. Ouais, mais bon, dans des siècles, nous serons sur Alpha du Centaure, j'espère. Mais en fait, comment dire, déjà la gestation artificielle est très très compliquée. L'utérus artificiel pour les humains jusqu'à leur terme n'est pas au point techniquement. Et en plus, par exemple sur des traits comme la créativité, l'intelligence, qui sont hautement polygéniques, aujourd'hui on ne peut pas le faire. Hein. Faut être très clair là-dessus. On ne peut pas faire gagner à un embryon 15 points de QI en gros. Voilà, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a des effets en cascade qui sont tellement importants et c'est tellement millimétré que d'après ce que j'ai lu, pour des traits polygéniques comme l'intelligence ou la créativité, selon un papier de Nature que j'ai déjà partagé dans le blabla des volontaires, peut-être qu'il faudrait que je le repartage, il faudrait peut-être 20 à 30 ans avant d'arriver à quelque chose de très très abouti. Donc, mais parce que quand on fait un test, les tests polygéniques pour l'intelligence, en fait, chaque gène explique genre 0,05% de la variation en intelligence. Donc en fait, il y a des milliers au moins de gènes qui sont concernés. Donc en fait, il y a des milliers de gènes concernés, donc il y a des milliers de gènes à modifier, et en fait, des gènes de l'intelligence vont avoir des conséquences sur des gènes qui ne sont pas liés à l'intelligence et qui sont en fait des gènes tout à fait fondamentaux pour, par exemple, la viabilité du nouveau-né, tout simplement. Donc, en fait, je pense que les thérapies géniques, elles vont d'abord se démocratiser, et même l'édition embryonnaire, etc., sur des maladies, sur des maladies génétiques notamment, sur des choses qui sont assez faciles finalement à prendre en main, entre guillemets. Mais par contre, sur l'intelligence, sur des traits de personnalité, je pense que je le verrai de mon vivant. Mais je pense que j'aurai 40 ou 50 ans quand ça sera au point. Voilà, à peu près. Peut-être que ça sera plus tôt, mais je pense que peut-être que mes petits-enfants naîtront avec des modifications génomiques très importantes. Mes enfants, je ne pense pas, par exemple. Même si j'avais des enfants dans 15 ans, par exemple. Ouais, non, mais c'est sûr que moi, je pense pas qu'on verra ça de notre vivant. Je pense qu'on verra peut-être une généralisation au moins le plus simple. Hein. Le plus simple, c'est juste de supprimer les gènes qu'on n'aime pas. Donc, les gènes qui sont vraiment identifiés comme Alzheimer, etc. Voilà, mais des gènes, un changement sur des milliers de gènes, c'est pas pour demain.
D'ailleurs, juste une Nico, est-ce dernière que... chose, Ouais, oui, juste avant que je me taise, vous avez vu que le mot d'extinction était quand même vachement marketing, je trouve, c'est mon oui, bien sûr. sentiment, hein. Pour susciter un petit peu tous les gens qui ont pas envie de faire disparaître des espèces. Du coup, je suis allé chercher quelques mots de remplacement sur l'intelligence artificielle. Je vous les cite: clonage d'espèces éteintes, résurrection d'espèces, régénération biologique, revitalisation génétique, et j'ai rajouté réanimation. Voilà, je vous Et laisse choisir. même ça, mais même ça, ça reste faux en fait. Sérieusement, c'est juste customisation. Hein. Je, Pour je moi, c'est juste une customisation. Je C'est préfère une ça chimère. plutôt que d'extinction. Je trouve ça Oui, moche et puis mais, euh, mais c'est marketing à fond, quoi. non, mais le marketing, c'est trop bien en fait, parce que, attends, la photo des loups sur le trône de fer, etc., ça appelle à tous les gens qui ont appelé leur gosse Daenerys sur les 10 dernières années, et il y en a pas mal, mais c'est super nécessaire, parce que les gens, ils voient dans leur tête, ils arrivent à s'imaginer les mammouths, ça fascine les gens, on a envie de enfin, ça va créer du pognon, parce que je pense que jusqu'ici, il n'y a pas eu tant de financement que ça pour des choses comme les utérus artificiels ou même le CRISPR en général. Bon, il y a eu des financements, mais là, on parle quand même d'une société qui est capitalisée à 10 milliards et ça avance beaucoup plus vite, surtout quand c'est dans le privé et tout. Ouais. Donc, pour moi, c'est pour le bien de l'humanité de marketer comme ça, c'est carrément nécessaire. Si c'est pour la levée de fonds, ça va. Allez. Et Oui. puis dans 10 ans, on changera pour. Après, c'est pas un clonage, encore une fois. Je pense que c'est important de le Ouais. dire. C'est pas un clonage, c'est même pas un hybride hein, au sens propre. C'est vraiment une chimère génétiquement fonctionnelle, mais avec des modifications très importantes pour le skin, hein, donc par exemple, mais aussi sur les os, sur la taille, sur certains traits de comportement, etc. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on a aussi voulu faire une émission, c'est parce qu'en fait, c'est quelque chose vraiment de nouveau. C'est nouveau. C'est la première fois qu'on arrive à faire naître une chimère génétiquement fonctionnelle. En tout cas, un mammifère génétiquement fonctionnel. Parce que je pense qu'il y a déjà eu des choses qui ont été faites, notamment peut-être au niveau microbien ou peut-être sur d'autres types d'animaux. Mais en tout cas, pour ce qui est d'un mammifère, c'est une première. Voilà. Mm. Mais oui, du coup, on peut parler de la suite. Hein. La suite, c'était pour Colossal. C'est le mammouth en 2027-2028. Donc demain, quoi. Ça, normalement, ce sera beaucoup plus simple pour eux parce que là, avec le loup géant, ils ont fait ça à partir de 2 bouts d'os trouvés, enfin, je ne sais où, et c'était assez galère à faire. Pour les mammouths, ils ont des corps entiers qui ont été surgelés dans le permafrost. Ils ont ils ont une abondance génétique et surtout l'éléphant d'Asie est un cousin quand même très très proche du mammouth. Donc, ça sera quand même beaucoup plus viable pour eux, je pense. Oui, oui. Donc la levée de fonds va être encore meilleure. Oui. Tout à fait, tout à fait. Je crois qu'ils réussiront à peu près tous leurs objectifs. Hein. Je pense qu'on peut plutôt être optimiste là-dessus. Voilà, je pense que ce qui est important aussi, c'est de voir quelle perspective ça ouvre, à quel point c'est un gap technologique quand même très important. Et malgré tout, je crois que de mon vivant, pour le coup, je verrais par contre des humains, disons, génétiquement modifiés, pas de manière extrêmement radicale, mais de manière suffisamment forte pour qu'on puisse se dire, ah oui, quand même. D'accord. Euh, donc, euh, donc on en est là. Et l'immunité à plusieurs maladies, ça, on le verra de notre vivant. Enfin, c'est Largement, déjà le cas. largement. En fait. Mais je pense même à des traits comme l'intelligence. En fait, je pense que des traits comme l'intelligence, etc., on y arrivera. D'abord, on fera de la sélection classique, hein, de la sélection embryonnaire classique, avec les GWAS, etc. Mais ensuite, on fera de l'édition, je pense, quand on sera un peu plus avancé. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'on pourra tout à fait arriver à des gains de quotient intellectuel moyen sur des populations, sur des cohortes de naissance de 10 à 15 points, par exemple. Ça paraît plutôt réaliste. Mais voilà, moi j'ai 22 ans, donc bon, si je prends l'espérance de vie moyenne, je pense que je le verrai. J'espère en tout cas. Ce sera intéressant, je pense, scientifiquement, de voir ce que ça donne. Après, voilà. De toute façon, le temps scientifique n'est pas forcément le temps humain. Parfois, ça va plus vite qu'on ne le pense. Par exemple, en IA, on l'a vu. Parfois, ça va moins vite qu'on ne le pense. Donc, à voir. Mais en tout cas, je pense on peut considérer ça comme un bon step, un- un- voilà, une belle évolution
En fait, comment dirais-je? Non, en fait, c'est la preuve que la technique CRISPR-Cas9 est arrivée à maturité technologique. Et je pense que c'est une très bonne nouvelle. Voilà. Et je pense que c'est une très bonne nouvelle. Déjà ça, c'est bien. Mais carrément, et surtout, pour une fois, le public s'y intéresse, alors qu'avant, il voyait ça d'un mauvais œil. À l'époque, les trucs fluo. Donc CRISPR-Cas9, là, c'était on est 2014, bien. je crois. Ah, c'est super récent. Ouais. Ouais, Ah, c'est c'est ça a vraiment 10 ans, récent. hein, je pense. Non, mais on va faire de bons trucs là. Enfin, moi, je vois ça très bien là. Même le fait qu'on puisse juste mettre ça dans pour l'instant, des mères porteuses. Peut-être plus tard des utérus artificiels pour les animaux qui n'ont pas de cousins suffisamment proches pour pouvoir être portés pour pouvoir être portés dans une grossesse, quoi. Donc, ouais, Après, pas il y a, mal. il y a un autre champ d'application qui est très intéressant aussi, c'est ce qu'on appelle la biologie synthétique. Et donc, le but là, c'est de concevoir de manière totalement artificielle des, des séquençages d'ADN ou des génomes entiers, en fait. En fait, on n'arrive pas pour le faire pour l'instant. On arrive pour l'instant à ne pas. Pour l'instant, on n'arrive pas à le faire excusez-moi, sur des mammifères, même s'il y a des projets en cours sur des petits mammifères comme la souris. Par contre, on y est déjà arrivé avec la levure, par exemple, ou avec des petites bactéries. Donc voilà, ça c'est le jour où on arrivera à maîtriser la biologie synthétique au point qu'on puisse concevoir des génomes entiers synthétiquement. Là, Ah ça oui, tu sera veux dire encore créer de nouveaux êtres vivants à partir de quasiment rien, quoi. Juste en copiant plus ou moins d'autres même pas de modèles. copie. Hein. Je ne parle pas de copie, je parle vraiment de conception synthétique. Euh, Mhm. je vais employer un terme un peu grossier, mais quasiment ex nihilo en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de base naturelle. C'est de la biologie purement synthétique. Voilà, vraiment. Oui, Je t'invite à voir par exemple ce qu'ils ont fait avec la levure. C'est une levure purement synthétique. Purement synthétique, qui certes est une levure, mais qui n'a rien de comparable dans le règne du vivant tel qu'on le connaît. Voilà. mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir à quel point il y a eu du pognon injecté dans ces choses-là, parce que j'ai l'impression pour l'instant, il n'y a pas eu tant de pognon que ça, en fait, par rapport à des trucs plus classiques, la recherche contre le cancer ou le VIH ou je ne sais quoi, Ouais, alors que le potentiel est beaucoup plus dingue. Et j'ai et l'impression que là, ouais, Colossal, c'est l'entreprise avec le plus de fonds, en fait, sur ce game. c'est souvent le cas avec des technologies de rupture en fait émergentes. Par exemple, l'IA, non, le deep learning. Le deep learning a été inventé, plutôt mis en exergue bien comme il faut, on va dire en 2011-2012 avec AlexNet par exemple, ce genre de papier. Mais avant que le deep learning prenne son essor sur le plan financier, il a fallu au moins 8 à 10 ans. 8 à 10 ans avant d'avoir des très belles levées de fonds qui ont permis de faire des choses très très bien. Pareil sur la fusion nucléaire. Les gens ne le voient pas forcément parce qu'ils ne s'y intéressent pas, mais sur la fusion, on a une florée de startups qui commencent à naître. On a des investissements qui sont de plus en plus importants, qui maintenant sont estimés à plusieurs milliards de dollars. Elion Energy, par exemple, en est une, mais il y en a d'autres. Après, il y a aussi des projets, des projets publics-privés aux États-Unis ou en France. Et donc, il y a une augmentation petit à petit de la capacité à lever des fonds parce que la technologie devient petit à petit assez suffisamment mature pour qu'on puisse te dire ah peut-être que là, en effet, ça peut rapporter gros. Et donc je pense qu'actuellement dans les sciences de la vie avec CRISPR-Cas9, on en est justement là. On en est au point où des techniques sont déjà utilisables, sont viables, peuvent apporter un retour sur investissement suffisamment important pour qu'on s'y intéresse et pour qu'on puisse lever des fonds. Euh, et c'est comme ça que la science marche de manière générale. C'est-à-dire que, par exemple, tout ce qui est vaccin ARN messager, bon, l'invention, c'est 93, hein, 1993. Il a fallu attendre 25 à 30 ans avant que finalement la grande technologie et surtout les grands fonds d'investissement S'y intéresse, quoi. s'y intéressent, en fait, tout simplement. Donc, Mhm. je pense que par contre, avec cette news et avec toutes ces nouvelles thérapies géniques qui maintenant sont commercialisées, en tout cas de plus en plus par la FDA, je pense que oui, les fonds vont augmenter, vont affluer, et l'intérêt aussi du public pour cette technologie. C'est comme avec l'IA, vraiment, c'est la même chose. Hein, vous prenez un mec comme Yann Lequin, pendant 30 ans, le mec, il était tout seul. Hein.
quasiment tout seul sur son cheval de bataille. Et puis un jour, il a sorti un papier, ou d'autres ont sorti des papiers, et Convenet, AlexNet, il y en a eu plusieurs, et puis les gens se sont dit, putain, il y a un potentiel. Et puis petit à petit, avec l'utilité que ça rapporte, etc., on essaye de lever de plus en plus de fonds, mais à l'échelle. Et puis un jour, on a ChatGPT. Et voilà, et c'est ça la maturité technologique. ChatGPT, c'est la preuve d'une maturité technologique, et ce loup géant, c'est la preuve d'une technologie qui maintenant est suffisamment mature pour donner des choses assez extraordinaires. Voilà, c'est le développement technologique classique. Ouais, ça case tous les buzzwords actuels, donc là, pour l'instant, écologie, rediversification des êtres vivants, tout ça, extinction. Donc ça correspond parfaitement à l'ère du temps, et ouais, c'est pour ça que ça buzz autant que ça. Voilà. Mais j'imagine même pas quand le mammouth va débarquer. Ce sera n'importe quoi. Bah là, oui. Mais ça va être un rêve de gosse qui va se réaliser, parce que moi, je te le dis vraiment, moi, je me rappelle encore, parce que moi, j'ai jamais eu de formation scientifique poussée, hein, parce que j'ai fait un bac ES, etc. Bref, j'ai pas fait un bac scientifique, j'étais pas forcément le meilleur en maths, etc. Mais je m'intéressais déjà à la science quand j'étais plus jeune, etc. Parfois, je lisais des sciences et vie, et vraiment, le mammouth, c'était aussi une sorte de saint graal technologique. Le jour où on arrive au mammouth, c'est quelque chose d'extraordinaire, hein. Et finalement, on commence à toucher du doigt en fait cette réalité, c'est-à-dire que ce qui était de l'ordre de la science-fiction commence à être de l'ordre, disons, du réaliste ou du réalisable en tout cas, comme un peu avec la fusion nucléaire ou avec l'intelligence artificielle générale, qui sont un peu des holy grail scientifiques en fait, mais qui petit à petit, en fait, à mesure de progrès incrémentaux, arrivent finalement à poindre le bout de leur nez. Et c'est très bien, que de le vivre. Mais parmi les holy grail, je pense que le mammouth est le plus proche. Hein. Toi, tu penses que c'est l'AGI, mais bon, c'est... Voilà, moi je pense que je sais pas en fait, ça dépend à quelle date on estime que le mammouth peut être peut-être. Ils ont dit 2027-2028. Je pense que c'est possible que nous ayons une AGI d'ici là, oui, tout à fait. Un système d'intelligence artificielle. Oui, je pense. Ouais, ok. Est-ce qu'on ne devrait pas conclure, mais c'est un peu la conclusion, hein, de toute manière. Bah écoute, on peut conclure. Hein. Bah, ça, c'est non pas des loups comme a été marketé, mais c'est une espèce de synthèse. C'est un remix du génome du loup normal pour correspondre à des traits qu'on désire. Donc c'est pas du tout une autre espèce, mais c'est un proof of concept assez incroyable. La plus grosse modification CRISPR qui a été faite jusqu'ici. Donc c'est un mammifère compliqué, complexe. Donc ça augure que du bon pour l'être humain, qui est au final pas si éloigné du loup au niveau de sa complexité. Pour moi, c'est une super bonne nouvelle pour l'humanité en général. Bah, pour moi, voilà, ça n'augure que du bon. Je sais pas quelle est ta vision de la chose. Bah, comme tu l'as dit, ce n'est pas une résurrection complète, certes, mais ce n'est pas non plus un clone, ni un hybride, mais c'est vraiment la première chimère génétique fonctionnellement viable chez un mammifère. Donc déjà, ce point est simplement une prouesse en soi. Je veux dire, au-delà du marketing, en fait, le simple fait que techniquement on ait pu le réaliser est une petite prouesse scientifique. Et ça signifie tout simplement que l'humain devient capable de reconstruire un phénotype, en fait, à partir d'informations fossiles extrêmement vieilles. Et ça aussi, c'est quand même pas mal du tout. Parce que sans le séquençage du génome du loup ancien à partir des deux fossiles dont on a parlé au début, rien de tout ça n'aurait pu être possible. Ou en tout cas, on aurait fait les choses à l'aveugle ou quasiment à l'aveugle, et donc ça aurait pu donner quelque chose de vraiment catastrophique. Donc déjà, sur ces deux points, c'est une prouesse, et je pense que c'est important de le souligner. Évidemment, ça pose plein de questions, hein. La technologie pose toujours des questions éthiques. Quel usage, quelles limites, vers quelle finalité on se dirige. Mais malgré tout, oui, je suis plutôt aussi optimiste parce que je pense que ça ouvre des champs d'application, notamment médicales, qui seront très très avantageuses pour tout un tas de gens qui aujourd'hui souffrent de maladies génétiques, qui souffrent parfois de maladies dites incurables et qui demain pourront être soignées par ces thérapies. Ça pourrait demain ouvrir à des perspectives encore plus importantes à travers la biologie synthétique, comme je l'ai dit, à travers le fait de pouvoir éditer, disons, des embryons humains. Alors évidemment, on en est plus ou moins loin en fonction de notre rapport à la connaissance de cette technologie, mais en fait, on voit la trend en fait qui se dirige. En fait, c'est comme l'IA, tu vois, c'est-à-dire que même si on n'est pas d'accord sur la date d'arrivée de l'AGI, tout le monde est d'accord pour dire qu'on verra l'AGI suivant.
Voilà, c'est tout. Non, mais Et donc, en plus, et donc, je j'ai pense que c'est l'impression que ça ça qui va est être important. tellement simple. J'ai l'impression que ça va être tellement simple d'améliorer ce qu'ils ont fait là, parce que là, ils ont fait 4 essais. S'ils ont 10 fois plus de pognon, ils vont pouvoir multiplier les essais. Ça va s'améliorer, parce que là, on est vraiment sur limite des méthodes artisanales, quoi. En fait, Très, 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 très faible échelle, et pourtant très, très haut taux de succès, donc c'est très, très bon. oui. En fait, c'est un on-off. C'est comme ChatGPT. C'est été un on-off pour beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, ah oui, quand même, d'accord. Maintenant, l'IA sait faire ça, ok. Et en fait, là, on se dit, ah oui, quand même, maintenant, en sciences de la vie, on est capable de faire ça. Et dans 10 ans, et dans 10 ans, et dans 20 ans, et dans 30 ans, il n'y a pas de raison pour que la courbe de progrès s'arrête. Elle peut même accélérer, elle peut décélérer. On peut parfois trouver des goulots d'étranglement, mais je pense que, comme tu l'as dit, il va y avoir davantage de fonds dans la R&D, donc on va peut-être même aller encore plus vite. Et donc, dans 10, 20, 30 ans, oui, on aura peut-être, probablement, beaucoup de renaissance d'espèces, entre guillemets, qui seront apparues et qui pourront embellir à la fois notre quotidien d'émerveillement, mais aussi peut-être permettre aussi de davantage garantir la préservation de certaines espèces, ou bien de limiter la portée de certaines espèces invasives qui peuvent parfois causer des maladies ou qui peuvent parfois être prédatrices par rapport à d'autres espèces qui sont en voie de disparition. Bref, ça ouvre en fait plein de possibilités. Et ne serait-ce que pour ça, en fait, c'est un net positif pour l'humanité et pour la science. Voilà, je pense. Ok. Non, mais ok. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient intervenir, peut-être, afin de conclure, enfin, avant qu'on conclue? Ah, si, il y a Audrey qui veut parler. Bonsoir. Bon, moi j'arrive un peu, malheureusement, que je viens de prendre sur la fin. Désolé, je rentre du boulot. Moi j'ai envie de poser une question. À quand les surhumains? À quand les Astartes, quoi? À quand peut-être on cherche à améliorer les humains pour les rendre plus intelligents, plus forts? Bah, ça déboule logiquement sur l'eugénisme, hein, le fait de pouvoir éditer, parce on veut éditer dans le bon sens, donc c'est déjà plus ou moins de l'eugénisme. Ah oui, et d'ailleurs, est-ce que ces technologies, on pourra modifier un humain déjà vivant ou ce sera uniquement pour les prochains humains à naître? Les deux, probablement. D'après ce que j'ai vu. C'est-à-dire qu'il y a espoir que nous pouvons faire partie de ceux qui seront modifiés, quoi. Oui. Améliorés, je veux dire. Améliorés. En fait, comment dirais-je, d'après ce que j'ai compris, c'est plus difficile et les effets délétères sont potentiellement plus élevés avec des personnes adultes qu'avec un embryon. Mais par exemple, sur les thérapies géniques dont j'ai parlé, sur la drépanocytose ou d'autres maladies, on peut, et en fait, elles sont pour des personnes adultes ou des enfants qui sont déjà plutôt bien constitués. Et donc, en fait, ces techniques vont être appliquées d'une part à des embryons, par exemple, donc de l'édition germinale, mais aussi à des gens comme toi et moi. Oui, tout à fait, oui. Bon, là, on parle de trucs simples, hein, pour retirer des maladies, mais Audrey, si tu voulais faire 2 mètres de haut, etc., c'est foutu. Hein, je suis désolé de te l'apprendre. Je pense que là, c'est non. Mais moi, j'ai une maladie chronique, par exemple, ça serait pas mal qu'on puisse me l'enlever. Ah, ok. Bah oui, tout à fait. Ouais. Mais je pense que ça pourrait tout à fait être dans le champ du possible, si tant est qu'on puisse le guérir avec ces techniques-là. Par exemple, il y a aussi un autre aspect, un champ tout à fait différent. Mais par exemple, pour les maladies neurologiques, aujourd'hui, les puces comme Neuralink permettraient demain potentiellement de guérir de dépression, de guérir de psychopathie, d'anxiété, ou même de permettre à des gens de remarcher, etc. Ça paraît encore peut-être de la science-fiction, mais quand on voit par exemple les premiers résultats sur Norman Borlaug, qui est le premier à s'être fait implanter une puce et qui maintenant peut jouer aux jeux vidéo par la simple pensée, alors qu'avant il ne pouvait absolument pas, etc. Bref, en fait, toutes ces technologies, en fait, elles vont vers, oui, un humain augmenté. Je pense qu'on peut le dire, oui, un homo deus, mais même le simple fait d'avoir réussi ce qu'on a fait, en fait, ça nous fait toucher à ça, en réalité. En réalité, on est déjà dans ça. On a déjà transgressé ce qui n'était pas transgressable ou ce qui ne devait pas l'être. Donc maintenant, c'est une pente probablement ascendante ou descendante selon la façon dont on le voit. Merci. Je t'en prie. Vince, est-ce qu'on a une belle phrase de conclusion, quelque chose pour finir? Ce qui sera la fin de la rediff sur YouTube? Simplement dire qu'une fois de plus, l'homme a transgressé ce qu'il ne devait pas être transgressé, selon les lois de Dieu ou selon les lois de
je ne sais pas, les lois ancestrales, et qu'une fois de plus, on a quand même réussi à faire quelque chose de plutôt sympa. Donc, à voir maintenant ce que ça va donner. Est-ce qu'on va continuer à rester sur cette pente et à nous permettre de nous émerveiller et d'améliorer aussi les conditions écologiques et environnementales à travers ces techniques? Ou bien est-ce qu'on va parfois se heurter à des complications inattendues? Ou bien peut-être même parfois faire des erreurs? De toute manière, bon, l'histoire de la technologie, c'est aussi une histoire d'apprentissage par feedback. Donc je pense que voilà, d'une part c'est une prouesse et d'autre part ça nous ouvre plein de possibilités, plein de champs d'application et que en dépit des erreurs et des complications à venir, je crois qu'il vaut mieux prendre le train et voir ça comme une bonne nouvelle que comme quelque chose de mal ou de terrifiant. Je pense qu'il y a plus de positivité à en tirer que de négativité et je pense que c'est sur ça qu'il faut finir. Voilà, essayons de voir malgré le brouillard que les temps présents et futurs peuvent parfois nous amener sur notre conscience, ce qu'il peut y avoir de beau déjà aujourd'hui et demain aussi, surtout. Parce que malgré tout, ces loups sont magnifiques. Enfin, c'est génial de voir ces loups grandir, se courir les uns derrière les autres, hurler, etc. Enfin, il y a quand même une beauté dans tout ça qui est intéressante. Voilà. Et je crois que c'est important de le dire. Oui, bah, je pense que c'est le plus gros game changer depuis le fruit interdit, le fruit de la connaissance. Écoute, on va conclure là. On va transiter vers un salon plus libre qui ne sera pas rediffusé sur YouTube pour que les uns et les autres puissent poser leurs questions de manière plus voilà, tranquille. Aux gens qui écouteront sur YouTube, ben, abonnez-vous. On va faire en sorte de couvrir de plus en plus les actualités pour pouvoir creuser, parce que j'ai regardé un peu sur YouTube et au final, il n'y a pas tant de vidéos qui creusent en profondeur sur toutes les implications, déjà sur la technique pour créer ces loups et même sur toutes les implications qui en découlent, donc CRISPR, utérus artificiel et compagnie qui ont été développés dans le cadre de ce projet. La plupart des gens font de la zététique de base. Et ben donc, abonnez-vous à cette chaîne et on se retrouve pour d'autres analyses de l'actu. Et voilà, donc à la prochaine.